session de cette manifestation aura lieu au mois de mars, les 9, 10, 11 mars. Le programme nous parviendra incessamment sous peu. Je suis très heureux, je dois le dire en 2 mots avant de céder la parole, d'accueillir, mais on les présentera dans un instant, d'abord Laure Delcourt, que je connais depuis l'ENA, où nous enseignions et nous donnions un certain nombre de cours ensemble. Elle, sur les problématiques dont elle va vous entretenir ce soir, et ensuite Jean-Christophe Romer, qui lui est un vieux complice, si je peux me permettre cette expression, parce que en fait nous avons été collègues dans cette université pendant quelques décennies, mais c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc merci. 5 lustres. Oui. Pour ceux qui connaissent la durée du lustre. Exactement. Et donc, merci aux 2 intervenants de débattre ce soir d'une première question qui est celle de la conflictualité entre l'UE et la Russie et de leurs relations dans un étranger proche. Et je remercie aussi par avance les 2 animatrices et modératrices de cette table ronde de ce soir. Et je cède la parole à l'association étudiante. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Ça nous fait extrêmement plaisir en tant qu'association étudiante de revoir les gens en présentiel et de pouvoir refaire des événements en présentiel. Donc, comme l'a dit M. Sherman, on est l'association MIRA, donc l'association du Master de Relations internationales de Sciences Po Strasbourg. On organise différents événements, notamment le Festival de géopolitique. Et cette année, cette conférence est animée par 2 étudiantes de 4e année d'ERIG. Et je vous souhaite une excellente conférence. N'hésitez pas, à la fin, bien sûr, il y aura un temps pour les questions. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup. Donc, bonjour et merci à tous d'être venus à cette conférence intitulée UE-Russie dans leur étranger proche. Donc, aujourd'hui, nous accueillons donc 2 intervenants, Laure Delcourt et Jean-Christophe Romer. Donc, Laure Delcourt, vous êtes docteur en sciences politiques et maîtresse de conférences en relations internationales et études européennes à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous êtes aussi professeur invité au Collège d'Europe. Vos thèmes de recherche portent sur la diffusion et la réception des normes européennes dans le cadre de la politique européenne de voisinage, ainsi que sur le processus de régionalisation en Eurasie. Vous avez par ailleurs conduit des recherches sur l'influence de l'UE sur le processus de réforme dans 4 pays post-soviétiques et avez notamment aussi enseigné sur les relations russo-européennes et sur la politique étrangère russe. Enfin, vous avez été coordinatrice scientifique du 7e programme 4 de l'UE pour la thématique Exploring the Security Democracy Nexus in the Caucasus, ce qui est en lien avec notre thématique du jour. Jean-Christophe Romer, quant à vous, vous êtes professeur émérite de l'Université de Strasbourg et docteur en histoire et études slaves. Vous avez tout d'abord été professeur des universités à l'Institut des hautes études européennes de l'Université de Strasbourg avant de venir enseigner en 2008 ici à Sciences Po. Vos travaux portent sur la politique extérieure de la Russie et sur les questions de sécurité européenne. De 2001 à 2009, vous avez été directeur du Centre d'études d'histoire de la défense, puis directeur d'études dans le domaine histoire. Enfin, vous êtes depuis 2010 chercheur associé à l'IRSEM. Vous coopérez avec l'IFRI et l'Annuaire français des relations internationales et intervenez régulièrement sur France Culture sur les thématiques de la politique étrangère russe. Merci donc à tous les 2 d'être ici ce soir avec nous. Très bien, donc pour introduire rapidement le sujet, on va aborder ce soir avec vous les relations entre l'Union européenne et la Russie, concernant notamment leurs étrangers proches. C'est une notion qui est souvent utilisée pour désigner cette zone d'influence justement de la Russie qui s'étend sur l'Asie centrale, l'Europe de l'Est et le Caucase du Sud, et qui regroupe essentiellement les membres de la communauté des États indépendants, donc la CEI, c'est-à-dire la plupart des anciennes républiques socialistes et soviétiques qui composaient l'URSS jusqu'en 1991. Donc ces États très différents, à mi-chemin justement entre la Russie et l'Union européenne, se trouvent aujourd'hui au cœur des préoccupations russes, puisque la Russie justement souhaite garder une certaine influence politique, économique, voire militaire sur ces pays, mais qui sont aussi de plus en plus attirés par un renforcement de leur coopération avec l'Union européenne, voire parfois de l'OTAN, ce qui peut inquiéter la Russie. Donc pour commencer, comment pourriez-vous qualifier la politique étrangère de la Russie justement vis-à-vis de l'Union européenne et de ses voisins de l'étranger proche? Quelles en sont ses grandes lignes et ses objectifs? Je sais pas qui veut commencer. C'est qui? Je dirais la question qui se pose depuis 5-6 ans,
c'est qui a perdu qui? C'est un peu l'interrogation que j'ai essentiellement, parce que je suis convaincu qu'il y a une part de responsabilité partagée à des degrés divers, bien entendu, mais qu'on a trop tendance ici à oublier de faire son autocritique. Je crois que l'Union européenne a commis des erreurs, que la Russie est la Russie et qu'elle aussi a commis des erreurs, bien entendu, qu'elle n'est pas irréprochable, bien évidemment, que je ne suis pas un fanatique de Poutine, un partisan absolu, mais je crois que l'Union européenne aurait eu intérêt à garder la Russie en son sein. Elle l'a laissé filer. Elle l'a laissé filer, je crois, beaucoup plus par inattention, par incompétence, par irresponsabilité, par absence de politique étrangère digne de ce nom. Même si vous avez eu de remarquables diplomates au service d'action extérieure, je pense notamment à voilà encore un nom qui m'échappe, qui était le directeur de cabinet de M. Villepin pendant la crise d'Irak, Vimont, voilà, qui est un remarquable diplomate professionnel. Mais il n'y a pas de politique étrangère de l'Union européenne. J'ai eu beaucoup d'espoir, peut-être, en 99, sur les possibilités de monter une politique européenne de sécurité et de défense. Ce n'était pas encore la politique de sécurité et la PSDC, etc. Mais différentes étapes. Helsinki 99, c'est un point charnière et je crois qu'on a basculé. Alors du côté russe, bien entendu, face à cette absence de politique et je dirais un certain suivisme à l'égard des États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier le poids des États-Unis dans la détermination de la non-politique étrangère de l'Union européenne, les États-Unis avaient intérêt à éviter un rapprochement très fort entre l'Union européenne et la Russie, parce que ça constituait un bloc considérable qui pouvait leur faire concurrence, et ça, c'est inacceptable. Donc, ils ont tout fait, et comme en face, il n'y avait personne, c'était facile. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité. Alors, dans le même temps, vous avez eu un certain nombre d'évolution de la politique russe. On ne va pas refaire une histoire de la politique russe, mais je crois qu'il y a une mansuétude occidentale à l'égard de Boris Yeltsin, qui était une crapule intégrale. Je ne pèse pas mes mots. Qui a mené une politique complètement inconséquente. Dans le même temps, en Russie, vous aviez des forces politiques qui s'inscrivaient complètement dans l'échelle politique des pays de l'Union européenne. Vous aviez des gens comme Nemtsov, Jablonski, enfin, vous aviez un centre droit, un centre gauche, comme dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Et c'était un de mes critères quand je faisais un cours sur la vie politique en Europe, il y a fort longtemps, dans cette maison. Il y avait un critère. Tous les pays européens, alors c'est beaucoup moins vrai maintenant, et ça m'inquiète un peu, mais enfin ça c'est un autre sujet, vous avez une échelle de valeur des partis politiques dans les pays de l'Union européenne. Vous avez, en gros, un centre droit, un centre gauche, une démocratie chrétienne, une social-démocratie, quelques extrêmes, puis quelques guignols, mais en gros, vous avez un centre droit, un centre gauche qui sont au cœur des politiques européennes. Et le critère de transition, on vient vers ces étrangers proches, de transition vers les valeurs européennes des anciens pays communistes, pays d'Europe dits de l'Est, qui se revendiquaient, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ça a été justement de voir les partis politiques se transformer en partis dans les logiques de l'Union européenne. Vous aviez Solidarité en Pologne, 5 millions de membres.
pays de 30 millions d'habitants. Non, il y avait 10 millions. Solidarité, je ne sais plus. Enfin bon, c'était considérable. Il est évident que solidarité, ça allait de l'extrême droite à l'extrême gauche. De l'extrême droite la plus extrême et de l'extrême gauche la plus extrême. Et puis, progressivement, hein, il y a eu aux élections, si je me souviens bien, de 90-91, il y avait 53 partis représentés à la Diète. Progressivement, des partis se sont mis en place. Des partis qui s'inscrivaient dans les logiques démo-chrétiennes et social-démocrates, pour l'immense majorité. Et je disais, mais finalement, ces pays de l'ex-Europe de l'Est sont passés à l'Ouest. Effectivement, c'est un critère. Il y a deux pays qui ne s'inscrivent pas dans cette logique européenne, les États-Unis et la Russie. Je suis incapable de vous situer Russie unie sur une échelle droite-gauche classique européenne. Incapable. Et puis, pour les États-Unis, eh ben, c'est pas le sujet, mais je dirais que les démocrates, c'est en gros Le Pen et les républicains, c'est Zemmour. Hein. On est un peu dans ces logiques-là, c'est un peu caricatural, mais dire que le Parti démocrate est à gauche, c'est absolument ridicule. Ça ne s'inscrit pas dans les logiques européennes. On n'est pas dans ces mêmes logiques. En Russie non plus. Et puis, ça c'était vrai dans les années 90, 2000, 2010. Et puis, depuis quelque temps, c'est moins vrai. Je suis moins affirmatif. Voilà, c'est un petit bout de réponse, mais bien entendu, si vous voulez, l'idée globale, c'est qu'il y a une part de responsabilité conjointe sur la rupture entre la Russie et l'Union européenne. Il y avait une demande d'Europe de la part de la Russie dans un premier temps, notamment, j'avais qualifié il y a quelque temps, le premier mandat de Poutine, c'est le mandat européen, le deuxième, c'est le mandat américain, et le troisième, c'est la rupture. Medvedev s'est inscrit un peu à mi-chemin entre les deux. Mais je dirais qu'on a perdu la Russie. Il y avait encore des possibilités jusqu'au milieu du deuxième mandat. Et puis après, il y a eu une accumulation de ce qui a été perçu par la Russie comme des humiliations. Et ça, ils nous le font payer. Et puis, il y a eu, alors sur le plan international, je crois qu'on a un peu tendance à oublier que la Russie en Syrie, c'est la Russie qui fait payer aux Occidentaux la trahison de la résolution 1973 sur la Libye. Il y avait un mandat très strict sur la Libye, de protéger les ressortissants. Ce n'était pas le changement de régime. Il y a eu le changement de régime, et ça, la Russie ne supporte pas, parce qu'elle se sent un peu visée aussi. Donc, elle a un peu peur. Pardon d'avoir été un peu long. Si vous avez une réponse aussi à apporter, Madame Delcourt. Une réponse, je ne sais pas, parce que la question était extrêmement large, c'est-à-dire la politique étrangère russe par rapport à l'Union européenne et puis par rapport à la CEI. Par rapport à l'Union européenne, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Christophe Romer. Il y avait une demande d'Europe dans les années 1990 notamment, et là, sans doute que l'Union européenne a manqué d'occasion. Pas de façon délibérée, mais soit par négligence, soit par justement inadaptation au contexte russe, le fait qu'elle a ce qu'on appelle en sciences politiques la dépendance aux santé, c'est-à-dire le fait l'Union européenne a plaqué sur la Russie des modèles qu'elle utilisait dans d'autres régions et qui n'étaient absolument pas adaptés. Donc là, c'était finalement le péché originel, en quelque sorte, des années 90. Et ensuite, par la suite, il y a eu toute une série de petites ruptures qui sont allées en s'aggravant jusqu'au milieu des années 2010. Je pourrais détailler plus tard sur l'Union européenne pour en venir à la communauté des États indépendants et en particulier aux pays qui partagent une frontière à la fois avec la Russie et avec l'Union européenne. Alors, c'est pas tout à fait vrai territorialement, mais disons qu'ils sont situés dans la région entre l'Union européenne et la Russie,
c'est-à-dire l'Ukraine, la Moldavie, le Bélarus et puis les 3 pays du Caucase du Sud, Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie. Mais là encore, je crois, je suis d'accord avec Jean-Christophe Romer pour dire que les responsabilités sont partagées. Et très souvent, la situation ici, en France ou en Europe, est présentée comme une confrontation qui résulterait d'un impérialisme russe face à une Union européenne présentée souvent comme bienveillante. En fait, je crois que les deux acteurs partagent une même vision de cette région à travers, c'est-à-dire que les deux voient cette région à travers un prisme sécuritaire. C'est une région qui est essentielle pour leur sécurité. Ça se reflète très bien dans le concept russe d'étrangers proches, qui désigne des pays dans lesquels la Russie conserve un intérêt vital après l'effondrement de l'URSS. C'est beaucoup plus implicite dans la vision de l'Union européenne. L'Union européenne n'a jamais affirmé clairement avoir des intérêts sécuritaires. Elle l'a peut-être laissé entendre une seule fois dans sa stratégie européenne de sécurité en 2003, où elle a dit, même à l'ère de la mondialisation, la géographie garde son importance et donc les voisins, c'est d'une importance cruciale. Donc je dirais que finalement les objectifs, la vision n'est pas fondamentalement différente entre la Russie et l'Union européenne. Ce qui diffère en revanche, c'est l'approche, la logique ou la méthode d'intervention, c'est-à-dire que l'Union européenne se perçoit comme étant une puissance transformatrice dans cette région-là. Elle veut transformer ce voisinage pour le rendre plus sûr, pour justement parvenir à la sécurité. Et donc c'est une politique qui repose sur une vision très européenne de la sécurité, liée à l'histoire de l'Union européenne, comme étant sécurité entendue au sens très large, comme bonne gouvernance, comme étant une sécurité aussi politique et économique. Et donc cette approche de l'Union européenne repose sur une transformation du voisinage par la diffusion de ces normes, des normes européennes. Pour la Russie, en revanche, c'est un prisme sécuritaire qui repose davantage sur une approche défensive. C'est-à-dire l'important pour la Russie, c'est de conserver son influence, une influence qu'elle a héritée à la fois de l'Union soviétique et puis avant de l'Empire. Donc pour moi, c'est davantage un esprit de défense qu'un esprit de conquête ou de néo-impérialisme tel qu'il est présenté très souvent dans les médias. Ce qui, en revanche, est peut-être problématique dans l'approche russe, c'est que cette approche est exclusive. Pour la Russie, son influence, toute influence d'autres acteurs dans cette région ne peut se faire qu'à son détriment. Autrement dit, la Russie voit d'un très mauvais œil l'intervention d'autres acteurs. C'est une influence qui se veut exclusive de celle d'autres acteurs dans la région, que ce soit l'Union européenne, plus encore bien entendu les États-Unis, voire même peut-être la Turquie. Voilà, donc je différencierais quand même très nettement entre la politique étrangère russe vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis de cet étranger proche qu'elle a toujours considéré comme sa zone d'influence vitale. Si je peux me permettre juste une petite précision, vous avez parlé de la stratégie de sécurité de l'Union européenne de 2003. Je vous conseille vivement de le lire parce que le texte est beaucoup moins stupide qu'il n'en a l'air. Parce que quand vous le regardez comme ça rapidement, ouais, c'est du vent, c'est pas vrai. Il y a des choses très précises et il y a quelque chose de très important dans ce document, c'est qu'il montre que la sécurité n'est pas exclusivement militaire. Et ça, je crois que c'est un point dont vous avez très bien fait de le rappeler. Et du coup, pour reprendre cette formule que vous avez utilisée un peu cette vision de Russie impérialiste versus l'Europe bienveillante, et cette idée aussi de sécurité, c'est vrai que quand on pense à l'étranger proche, on pense aussi généralement à tout ce qui est droits de l'homme, démocratie, c'est dans cette opposition avec la Russie. Et donc en fait, pour comprendre un peu mieux ce qu'est l'étranger proche, on aimerait savoir
est-ce que tous ces pays étrangers proches partagent les mêmes valeurs? À quel point ils sont tous plus ou moins européanisés dans cette recherche des valeurs des droits de l'homme et de la démocratie? Et en fait, est-ce qu'il y a une fracture entre ces différents pays ou est-ce qu'en fait c'est un groupe assez homogène de pays dans leur désir Alors, juste d'abord pour la formule, c'est Russie impérialiste versus Europe bienveillante, c'est pas la mienne. Hein, oui, j'en doute. C'est ce qu'on tend à voir très souvent dans les médias en France ou en Europe. Est-ce que ces 6 pays du voisinage commun de l'Union européenne et de la Russie partagent les mêmes valeurs ou bien est-ce que c'est un groupe homogène ou pas? Non, c'est un groupe très hétérogène. Qui sont inclus dans la même politique de l'Union européenne, qui s'appelle la politique de voisinage, en particulier le partenariat oriental. Et donc là, on peut identifier la deuxième grande erreur de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle a proposé une même politique, le partenariat oriental en 2009, à des pays qui n'ont pas les mêmes aspirations, qui n'ont pas eu non plus depuis l'effondrement de l'Union soviétique la même trajectoire, pas du tout, qui n'ont pas non plus les mêmes ressources ni les mêmes objectifs de politique étrangère. Et donc l'Union européenne se retrouve actuellement face en fait à 6 réponses différentes à une seule offre. Donc on a des pays qui se présentent comme étant les plus proches des valeurs européennes, qui sont les 3 pays associés avec l'Union européenne, l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Mais y compris dans ces pays, on voit en fait qu'il y a de grosses failles dans la mise en œuvre des politiques européennes, y compris des failles politiques, c'est-à-dire le respect soit des droits de l'homme, soit surtout l'état de droit. Et on le voit par exemple dans un pays actuellement, sans doute le pays où on le voit le plus, c'est dans le pays qui a été présenté il y a encore un an par l'Union européenne comme le bon élève de sa politique, à savoir la Géorgie. On a ensuite un pays qui n'a jamais prétendu se rapprocher de l'Union européenne et qui en même temps a considéré de manière assez sérieuse le modèle européen sur le plan économique, sans pour autant se rapprocher de l'Union européenne pour des raisons sécuritaires, c'est l'Arménie, qui a toujours été l'un des fidèles alliés de la Russie sur le plan sécuritaire. Et puis ensuite 2 autres pays qui sont beaucoup plus marginaux, notamment vous posiez la question du respect des droits de l'homme et de la démocratie. Du point de vue européen, ce sont les pays qui remplissent le moins bien les contrats, qui sont Bélarus ou Biélorussie et l'Azerbaïdjan. Voilà, l'Azerbaïdjan étant on peut dire une dictature clanique héréditaire depuis la fin de l'Union soviétique. Cas exceptionnel où le fils est aussi bon politicien que le père. C'est rare. Alors, je me méfie un peu de ces termes de valeur, droits de l'homme. En général, quand j'entends le mot valeur, je sors mon revolver, comme on aurait dit autrement. C'est en général un mot, je ne dis même pas un concept, c'est un mot qu'on utilise quand on ne sait plus quoi dire. Je me suis fait faire des remarques lors de conférences, notamment des Américains, des États-Unis, qui m'ont renvoyé les valeurs à la gueule. Je suis désolé, ça veut dire quoi? Précisez. Faites très attention avec ce mot valeur, parce que le plus souvent, il veut rien dire. Alors c'est comme oui, les valeurs de la démocratie. J'aimerais quelques précisions, parce que je suis très méfiant à l'égard de ce concept. Les droits de l'homme, pour la majorité des Ukrainiens, des Arméniens, des Moldaves, c'est pas une priorité. Alors vous avez quelques mouvements, bien sûr, qui existent, et c'est très bien, il faut les soutenir, mais ça n'est pas un élément tout à fait considérable. Alors, on va peut-être être en opposition, quand même, il faut animer un peu le débat, quand vous me dites que le principal modèle européen, c'est l'Arménie. Alors, modèle européen d'une Arménie qui, en 1991, décide d'envahir un territoire sur un pays voisin qui s'appelle le Haut-Karabakh,
qui, avec l'aide des Russes, il faut le dire, il ne serait jamais arrivé tout seul, mais avec l'aide des Russes, occupe le Karabakh, utilise un territoire entourant le Karabakh permettant la jonction avec l'Arménie qui représente 10% du territoire de l'Azerbaïdjan. Et c'est une grande démocratie, l'Arménie. Non, l'Arménie n'a jamais été une Oui, non, mais vous dites c'est le modèle européen. Non, il y a eu. J'ai eu beaucoup d'étudiants azerbaïdjanais, alors rassurez-vous, je sais faire mettre la distance, et j'ai été très vigilant quand ils ont fait des thèses sous ma direction pour qu'on ne soit pas qu'on soit dans une thèse, pas dans un débat politique. Et pour des raisons plus diplomatiques que scientifiques, une thèse d'une jeune étudiante azerbaïdjanaise, on avait, et elle et moi, été d'accord pour demander à Claire Mouradian de siéger dans le jury, mais si elle envisageait de retourner en Azerbaïdjan, elle avait peur que s'il y avait Claire Mouradian dans son jury, elle aurait des ennuis en Azerbaïdjan. Donc je n'ai jamais dit que l'Azerbaïdjan était une grande démocratie, mais donc je suis très méfiant à l'égard de l'Arménie, parce qu'elle n'est pas sans reproche. Alors l'avantage de l'Arménie, c'est qu'elle a une très puissante diaspora en Europe et aux États-Unis, qui facilite effectivement le soutien à l'Arménie. Mais je pense qu'il est difficile pour l'Union européenne, fort heureusement il y a une certaine discrétion à ce sujet, mais quand même, de défendre l'Arménie en accusant la Russie d'avoir annexé la Crimée. Parce qu'après tout, l'Arménie n'a fait rien d'autre que d'annexer le Karabakh. C'est l'occupation militaire et par les populations, avec expulsion des populations autrement plus nombreuses que les non-russes de Crimée. Il y a eu 600 000 Azerbaïdjanais et 600 000 Arméniens qui ont été expulsés, et des Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh. Ça a été un mouvement de population tout à fait considérable. Donc moi je suis... Alors je vais me faire très mal voir parce que c'est pas bien de dire du mal de l'Arménie, mais je suis très circonspect sur cette affaire arménienne où on n'est pas capable, et ça donne de l'eau au moulin d'un argument très fréquent des Russes, pas toujours à tort. Hein, il y a du deux poids, deux mesures. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et les Russes, bien entendu, à chaque fois, me disent « Ah, regardez !» Je voudrais juste répondre. J'ai pris l'exemple de l'Arménie, non pas justement pour la citer comme une démocratie, encore qu'il y ait des développements intéressants, mais parce que c'est le seul pays, me semble-t-il, qui a pris l'Union européenne au mot. C'est-à-dire, l'Union européenne disait à ses voisins, voilà, on vous promet de vous intégrer davantage dans le marché unique, on vous promet des accords si vous harmonisez votre législation avec la nôtre. Et c'est ce que l'Arménie a fait sur le plan économique. Parce que justement, ce sur quoi l'Union européenne mettait l'accent, c'est bien sur son acquis commercial, sur ses normes techniques, beaucoup plus que sur ses valeurs ou la démocratie. C'est dans ce sens-là que je parlais de modèle européen. Et je l'ai dit d'ailleurs, j'ai cité le mot économique. Bon, je ne vais pas revenir sur le Karabakh parce que c'est une longue histoire qui commence par les pogroms anti-arméniens des années 80. Voilà, et qui commence aussi plusieurs siècles avant par les populations arméniennes qui étaient sur ce territoire-là. Mais c'est ce pourquoi j'ai cité l'Arménie en exemple, c'est justement parce que c'est la seule qui a pris au mot l'Union européenne, qui disait voilà, on va vous conduire à la prospérité sans pour autant que vous adhériez un jour, ce qui n'intéressait pas du tout l'Arménie d'ailleurs. Et du coup, tout à l'heure, vous avez fait du coup la distinction entre les différents pays qui composent l'étranger proche. Vous avez notamment parlé de la Géorgie et de l'Ukraine, qui, on sait, ont fait tenté des rapprochements avec l'OTAN notamment. Et donc, en faisant nos recherches, on a vu que récemment, il y avait eu 2 événements majeurs au niveau de la relation OTAN-Russie.
avec notamment la visite de Javier Colomina en octobre, donc qui est, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'OTAN pour le Caucase et l'Asie centrale. Donc il a effectué une visite dans le Caucase du Sud, dans laquelle il a fait plusieurs annonces. Et il y a eu aussi une annonce il y a quelques jours de la volonté de suspendre les relations entre la Russie et l'OTAN par la Russie. Donc en fait, voilà, c'est fait. Merci de me tenir à jour. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite? Qu'est-ce qu'on peut attendre des relations futures entre l'OTAN et les pays de l'Europe de l'Est, mais aussi les pays d'Asie centrale? Et quelles vont être les prochaines étapes au niveau de la Russie aussi? Je vais être très bref parce que l'OTAN n'est pas vraiment au centre de mes préoccupations, mais enfin, il me semble qu'il n'y a rien à attendre d'une relation entre l'OTAN et la Russie. C'est une relation qui est, entre guillemets, viciée dès l'origine parce que les Russes y voient un héritage non nécessaire de la guerre froide. C'est-à-dire que pour eux, l'OTAN aurait dû disparaître en même temps que la guerre froide, comme l'a fait d'ailleurs le pacte de Varsovie. Voilà, l'OTAN non seulement subsiste, mais l'OTAN étend son champ d'action bien au-delà de l'Atlantique Nord, et il étend notamment en direction de l'ancienne Union soviétique. Donc on a là un conflit de perception entre la Russie d'une part et le pays de l'OTAN, et puis du côté des pays de l'étranger proche, entre guillemets, et bien pour la Géorgie, pour l'Ukraine, demander à adhérer à l'OTAN, c'est vraiment se distancer de la Russie, donc c'est aussi une instrumentalisation par ces pays de l'OTAN. Sur l'OTAN, enfin, je rappellerai quand même que dans les années 90, à plusieurs reprises, il a été question d'adhésion de la Russie. Et Moscou avait dit nous n'accepterons l'adhésion des pays baltes à l'OTAN que si nous adhérons en même temps. On était dans le discours pur et simple. Bien entendu, tout ceci n'était pas sérieux. Mais je crois qu'il y a un dogmatisme atlantique, otanien, et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs militaires français qui travaillaient à Bruxelles au siège de l'OTAN. Ils sont encore dans les logiques de guerre froide, ces gens-là. Ils n'ont pas compris. Ils sont dans l'obsession russe. Et ce n'est pas un élément favorable à une réflexion pertinente de l'OTAN. Je crois qu'on n'a pas suffisamment dit, mais la crise ukrainienne de 2013-2014, qui va déboucher sur l'annexion de la Crimée, c'est quand même la perspective sérieuse d'adhésion de l'Ukraine non seulement à l'Union européenne, mais à l'OTAN. Alors il y a eu ce projet en 2008 au sommet de l'OTAN de Bucarest, et puis grâce aux Français, aux Allemands, on a oublié les Allemands étaient d'accord avec nous, hors de question de faire adhérer. Pensez que pour les Russes, une adhésion de l'Ukraine, je parle avant l'annexion de la Crimée, une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ça veut dire Sébastopol dans un territoire de l'Alliance Atlantique. C'est insupportable. C'est insupportable. Hein, je crois qu'on n'a pas suffisamment compris les lignes rouges à ne pas dépasser. Hein, on parle souvent de lignes rouges et puis on les dépasse et puis il ne se passe rien. Là, je crois que l'annexion de la Crimée, c'est véritablement la frousse des Russes qui ont déjà beaucoup perdu sur la rive de la mer Noire. L'idée de perdre Sébastopol, qu'est-ce qui se passera si l'Ukraine, Crimée comprise, se retrouvait membre à part entière de l'Alliance Atlantique? Qu'est-ce qui se passe avec Sébastopol? On fait un nouveau Guantanamo, hein, une enclave extraterritoriale. Qu'est-ce qui se passe? Les Russes ne laisseront jamais Sébastopol. Hein, et ça, je crois qu'on n'a pas suffisamment dit. Et j'en reviens justement sur ces relations Ukraine-Union européenne, je reviens sur 2013, hein, avec le sommet de Vilnius du partenariat oriental, vous en parliez tout à fait justement tout à l'heure. L'accord de partenariat avec l'Ukraine, moi ce qui m'a frappé, parce que j'avais pas mal étudié le processus d'élargissement de l'Union européenne de 2004,
vous comparez avec les négociations sur le partenariat de l'Union européenne avec l'Ukraine. En 2003-2004, vous avez eu un dialogue permanent, constant, très riche, fut-il conflictuel par moments, hein, ça a été reconnu des deux côtés, mais ni les Russes ni l'Union européenne n'ont cessé de dialoguer. Or, qu'est-ce qui se passe en 2013 à Vilnius? On laisse à l'Ukraine, on ne laisse pas d'autre choix, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec eux. Et l'Union européenne a dit, si vous voulez le partenariat avec l'Union européenne, vous laissez tomber l'Union eurasiatique que vous propose la Russie. Les Russes disent, si vous voulez l'Union eurasiatique, vous laissez tomber l'Union européenne. Or, les Ukrainiens voulaient. Ils pouvaient. Et c'était leur fonction, je dirais, géopolitique première. La place de l'Ukraine, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que Dieu sait qu'on l'a répété, hein, Ukraina en vieux russe, ça veut dire le confin. Donc c'est un confin de deux empires. Si vous considérez que l'Union européenne est une forme d'empire et la Russie une autre forme d'empire, je ne compare pas les deux, hein, mais on est dans des logiques d'empire. On est au confin des empires. Et l'Ukraine, est-ce que c'est un mur ou est-ce que c'est un pont? L'idée, c'était de faire de l'Ukraine un pont. On a tout fait pour en faire un mur. L'Ukraine ne se retrouvera ni dans l'un ni dans l'autre. Je crois qu'il y a eu des maladresses considérables en 2013-2014. Quand vous entendez l'Union européenne, c'est eux ou nous, hein, et je rappellerai, alors on pourra parler de la Géorgie éventuellement, mais il y avait une petite phrase qui était un éditorialiste du New York Times, dans le genre républicain pur et dur. C'est pas rigolo. En août 2008, donc juste après la guerre des 5 jours avec la Géorgie, la Russie et la Géorgie. On pourra revenir là-dessus parce que on a beaucoup simplifié les choses et il y a un rapport, il ne fait que 1200 pages, mais un rapport tout à fait remarquable sur la guerre en Géorgie qui a été menée à la demande de l'Union européenne par le diplomate suisse Heidi Tagliavini, qui est un véritable chef-d'œuvre d'équilibre. C'est un document tout à fait remarquable, c'est vraiment la référence absolue sur cette guerre en Géorgie. Alors effectivement, les Géorgiens ne sont pas contents parce qu'elle démontre que c'est bien eux qui ont attaqué. Alors, en précisant qu'il y a eu des provocations de part et d'autre au cours des 2-3 dernières années qui avaient précédé, hein, mais c'est bien les Géorgiens qui attaquent. Quand vous avez un gouvernement, en l'occurrence celui de M. Saakashvili, qui vous dit la Géorgie aux Géorgiens, moi j'aime pas trop des propos comme ça. J'aime pas trop des propos comme ça. Alors après on s'étonne que les Russes ont défendu les Ossètes et les Abkhazes. Et puis bien entendu, et comme pour Bouche-Père, la question s'est posée, est-ce qu'on va jusqu'à Tbilissi? L'armée russe, est-ce qu'elle va jusqu'à Tbilissi? Non, on donne une leçon aux Géorgiens. Hein? Ce n'est pas une guerre, c'est une leçon. Comme les Chinois au Vietnam, bien, ils se sont pris une raclée, les Chinois, ça c'est autre chose. Donc je reviens sur ces éléments. Je veux dire, sur la guerre en Géorgie, je vous recommande absolument, alors je ne sais pas si c'est toujours sur un site, mais vous faites rapport Géorgie, c'est téléchargeable. Pour moi, c'est le document de référence. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités qui ont fait partie de l'équipe de Mme Tagliavini, qui m'ont dit que c'était extraordinaire, parce que et les Russes et les Géorgiens nous ont tout montré. On pensait qu'ils allaient avoir des... Non, ils ont tout montré. Bon, alors, voilà ce que dit mon éditorialiste du New York Times. Il s'appelle Thomas Friedman, pour ceux qui le connaîtraient. Je cite, excusez-moi, c'est pas trop long. On attend de vous, les Russes, que vous vous conduisiez comme des démocrates occidentaux, mais nous allons vous traiter comme si vous étiez encore l'Union soviétique. La guerre froide est finie pour vous, pas pour nous. C'est effectivement le deux poids, deux mesures. Et je ne sais pas si vous avez lu la dernière livraison de la revue
Foreign Affairs, c'est la première fois que je vois un exercice d'autocritique de la politique des États-Unis d'Amérique à ce point-là. C'est quand même une revue de référence, Foreign Affairs. C'est étonnant, et pas n'importe qui. Hein, vous avez Reza Haas, vous avez Gaddis, vous avez, je ne sais plus, c'est un couple qui signe sous pseudo. Sur justement les erreurs commises par les États-Unis et en quelque sorte la continuité de la politique de Joe Biden par rapport à celle de George Bush. Avec une forme un peu différente quand même, mais on est bien dans la continuité. Et là, je vous recommande, il y a un chapitre entier justement sur ces évaluations de la politique étrangère des États-Unis. C'est rare de voir des Américains faire l'autocritique. Oui, je serais d'accord avec Jean-Christophe Romain pour dire que l'Ukraine ou d'autres pays veulent les deux, l'Union européenne et la Russie. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites que c'est l'Union européenne qui met la pression. Non, j'ai dit les pressions venaient des deux côtés. On n'a pas laissé le choix. J'ai dit l'Union européenne c'est eux ou nous, les Russes disaient c'est eux ou nous. Oui, d'accord. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Alors pourquoi on ne peut pas avoir les deux? Merci de le rappeler parce que ça aurait été dommage que je n'ai pas été compris. Mais c'était bien, c'était les pressions des deux côtés. D'accord. En fait, pourquoi on ne peut pas avoir les deux? Ça vient quand même du schéma mis en place par la Russie à travers son Union asiatique, qui est une réponse certainement à une perception de menace du partenariat oriental, mais pour répondre, parce que ce partenariat oriental par rapport à la politique européenne précédente dans la région, donc ce partenariat oriental lancé en 2009, c'était une offre renforcée, très renforcée, aux voisins de l'Est, avec la perspective d'accords d'association, d'accords de libre-échange complet approfondis, donc reposant sur l'harmonisation avec l'acquis communautaire, des accords vraiment contraignants. Et la Russie a perçu cette politique comme une menace pour plusieurs raisons. D'abord, elle a été proposée à l'origine par deux pays de l'Union européenne qui ne sont pas particulièrement suspects de russophilie, qui sont la Suède et la Pologne. Deuxièmement, elle a été proposée en 2008. 2008, c'est vraiment l'année qui marque la dégradation des relations entre la Russie et l'Occident, avec la question de l'indépendance du Kosovo, bien sûr la guerre en Géorgie, le sommet de Bucarest dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, troisième raison, parce que justement les Russes ont vu dans cette offre renforcée une tentative de détacher ces pays de la sphère d'influence russe en leur proposant un arrimage définitif à l'Union européenne. Et ils ont donc répondu en proposant un nouveau projet d'intégration régionale qui s'appelle l'Union eurasiatique, qui a été lancé en 2010 et renforcé encore en 2015, qui est une union vraiment avec une personnalité juridique internationale, donc un projet très ambitieux, qui est une union douanière à l'origine. Or, une union douanière, quand vous êtes membre d'une union douanière, vous cédez votre souveraineté commerciale, vous ne pouvez pas signer d'accord de libre-échange avec d'autres parties, et donc ça a rendu la signature d'accords avec l'Union européenne complètement impossible. C'est sans doute ce degré d'ambition. Cette union douanière étant bien antérieure à 2010. C'est-à-dire que l'Union eurasiatique est un perfectionnement de tous les schémas qui avaient été lancés depuis une dizaine d'années auparavant. Elle a été relancée, c'est une relance plutôt qu'une création. Une consolidation de l'existant. Oui, et un renforcement, et on ferme les verrous, hein. On verrouille. Et donc, justement, ce verrouillage a fait que les pays entre l'Union européenne et la Russie n'ont plus eu le choix. Oui, mais alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a eu aucune négociation à partir du partenariat oriental avec la Russie sur ses perspectives d'adhésion. Je vous ai dit, 2003-2004, dialogue permanent. Russie-Union européenne. 2013, 2004, 2013,
Rien. Alors après, on s'étonne que ça claque. Il y avait peut-être des voies moyennes à trouver. La diplomatie, ça sert à ça. Alors d'abord, il n'y a pas de perspective d'adhésion dans le partenariat oriental. Non? Oui, mais enfin, c'est bien entendu. Oui. Là aussi, c'est toute l'hypocrisie de l'Union européenne, comme de l'OTAN. En son temps, c'est de faire croire qu'on va adhérer, alors que pas du tout dans l'intention de faire adhérer. Je pense que l'Union européenne, pour le coup, a été claire dès 2004-2005 en disant que c'était complètement distinct. Après, c'est l'objet même de la politique de voisinage. Oui, cette position recouvre justement des désaccords au sein même de l'Union européenne. Il faut le savoir. Vous avez des pays comme la France ou l'Allemagne qui sont hostiles à tout nouvel élargissement, et d'autres, au contraire, comme les pays d'Europe centrale et orientale, qui aimeraient justement intégrer ces pays-là. Alors, si vous me permettez, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que, compte tenu de l'évolution des pays du groupe de Visegrad, et peut-être même des 9 de Bucarest, qui vont consolider les groupes de Visegrad, est-ce qu'ils sont en train de devenir le nouvel étranger, les nouveaux pays du voisinage de l'Union européenne? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de repasser à l'Est? Ces pays se sont battus dans les années 80. Je me souviens d'une remarque, une réception, on présente à l'ambassadeur de Hongrie, on dit: de quoi vous occupez-vous? Ben, je m'occupe de l'URSS et des pays de l'Est. L'ambassadeur de Hongrie dit: ah, dans ce cas-là, vous ne vous occupez pas de la Hongrie. C'est-à-dire, c'est une époque où ils revendiquaient leur appartenance à l'Europe centrale, bien distinguer ce qu'est l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Eh bien, moi, l'impression que j'ai, c'est que ces pays sont en train de repasser à l'Est, enfin, des logiques d'Europe de l'Est. Alors, est-ce que c'est le nouveau voisinage de l'Union européenne, auquel on peut ajouter l'Angleterre, bien entendu? C'est une autre question. Non, je ne crois pas que ce soit le nouveau voisinage. C'est d'abord les pays de Visegrad. Là encore, c'est pas un bloc homogène. Vous avez quand même la Slovaquie, y compris dans ses relations avec la Russie, dans une autre position par rapport aux autres. Voilà, je crois que ça montre bien que tout ce qui s'est passé depuis 1989 a été mal compris, parce que compris et souvent appréhendé sans nuance et de manière trop linéaire, comme un passage d'un point A du communisme et d'une économie centralisée vers un point B qui serait la fin de l'histoire, en quelque sorte, la démocratie de l'Union européenne. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. On le voit bien en Ukraine, on le voit bien dans les pays ex-soviétiques, mais on le voit aussi dans les pays qui ont rejoint l'Union européenne en 2004 et 2007. Et donc, moi, j'éviterais de faire la même erreur et de dire qu'il faut un retour au point A. C'est non, complexe. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'actuellement, les pays de Visegrad a été créé comme structure facilitant l'intégration aux structures occidentales des 4 pays d'Europe centrale, qui revendiquaient justement cette importance, pas l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, qui jouait sur le thème de l'Europe centrale. Aujourd'hui, on retrouve en Slovaquie, peut-être à la limite, encore que M. Fico n'était pas... Bon. Un pays visant plutôt à la dislocation plutôt qu'à l'unité. Ils sont dans une forme de rejet de cette Union européenne, et je me pose des questions. Et de plus en plus, alors que j'ai été très hostile pendant des années, l'idée d'une Europe à 2 vitesses, pourquoi pas, parce que l'idée n'est pas neuve. Bien souvent en Allemagne, pas toujours, mais je crois que c'était Walter Schäuble, il y a une vingtaine d'années, qui avait lancé Kern Europa. Est-ce que ça va pas? Du coup, on va changer de sujet. On essaye un peu de... C'est déjà 3 quarts d'heure qu'on parle, on va essayer un peu d'englober tous les thèmes qu'on avait choisis. On voulait aussi parler de la place de l'énergie. Oui. Ma question. Donc, outre les conflits, les normes et
droits de l'homme, etc. On entend souvent parler de la question de l'énergie russe, notamment dans le sud de l'Europe. Quelle place occupent justement ces ressources énergétiques dans les relations entre l'Union européenne et la Russie? Est-ce qu'on peut parler d'une fracture? Comment est-ce qu'on peut les caractériser? Fracture entre l'Union européenne et la Russie ou au sein de l'Union européenne? Parce que les deux questions se posent, parce que la construction européenne a commencé autour de l'énergie avec la CECA, et finalement c'est un domaine qui pêche encore par l'absence d'une véritable politique commune. On a des États membres qui sont dans des situations extrêmement différentes, et on l'a bien vu à l'occasion de la construction de Nord Stream 2, toutes les controverses que ça a pu susciter au sein de l'Union européenne, entre d'une part l'Allemagne et des pays d'Europe centrale ou du Nord, complètement hostiles à l'acheminement du gaz russe vers l'Europe. L'énergie, finalement, c'est aussi un instrument de politique étrangère russe, notamment depuis le début des années 2000, c'est-à-dire le moment où la Russie a commencé à utiliser cet héritage soviétique, le fait que les prix de l'énergie soient encore largement subventionnés pour les anciennes républiques soviétiques, le fait qu'elle a commencé à l'utiliser à des fins stratégiques pour sa politique étrangère. Donc c'est une ligne de fracture, mais je crois que pour l'instant ça reste très pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a aussi un besoin de coopération. Un dialogue énergétique qui avait été lancé en 2000 entre l'Union européenne et la Russie, qui reposait sur le constat d'une très forte complémentarité, et finalement la raison qui a conduit à lancer ce dialogue, elle existe toujours, malgré toutes les crises. Voilà, donc il y a quand même ce pragmatisme qui subsiste. Mais même au pire moment de la crise gazière, cette fois-ci ukrainienne, de 2004, si je me souviens bien. 2006. Il y a eu 2004, 2006, 2008, je crois qu'il y a eu une succession. Mais enfin bon, les Russes accusaient les Ukrainiens de pomper du gaz à destination de l'Union européenne. Il faut rappeler que pendant toutes ces crises avec l'Ukraine, l'Union européenne n'a jamais eu de coupure d'approvisionnement, au pire 24 heures, mais pas plus. Alors, ils reprochaient aux Ukrainiens de pomper justement ce qu'ils envoyaient. Alors, bien entendu, pour les Ukrainiens, c'est tout bénéfice. Ce transit du gaz, c'est pour ça qu'ils sont tellement hostiles à Nord Stream 2. Je vous rappelle que s'il y a Nord Stream 2, c'est qu'il y a déjà Nord Stream 1 qui marche. Nord Stream 2 permet un approvisionnement beaucoup plus large, mais en même temps, je comprends assez bien les Russes qui disent, bon, on a des Ukrainiens qui nous emmerdent, on a des Polonais qui nous cassent les pieds. Alors on va faire passer le gazoduc par la mer. Et pour faire un pied de nez aux Polonais, on va le faire arriver à Greifswald, c'est-à-dire à 20 km de la frontière germano-polonaise. Ils auraient pu aller 20 km plus tôt, ça aurait été bien pour les Polonais. Non, c'est avec les Allemands. Hein. Donc, je dirais que dans ce Nord Stream 2, il y a aussi toute une dimension symbolique et politique qu'il ne faut pas négliger. Moscou n'a aucune raison de faire des cadeaux ni à Kiev ni à Varsovie. Et faire passer le gazoduc. Alors, il semblerait qu'il y ait un arrangement il y a quelques semaines où les Russes se sont engagés à ne pas diminuer l'approvisionnement par par l'Ukraine. Non, c'est pas vrai. Enfin bon, par le gazoduc qui traverse l'Ukraine, qui a été la principale source d'approvisionnement pendant longtemps de l'Europe, de l'Ouest, de ne pas diminuer les approvisionnements et de continuer de payer les royalties pour le transit du gaz. Mais ça limite un peu les craintes de l'Ukraine.
Du coup, non, du coup, bon, ça fait. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question. D'abord je veux vous remercier parce que moi je viens de la Russie. Il y a un micro qui arrive. Oui, d'abord je veux remercier les experts et les organisateurs parce que moi je viens de la Russie de Saint-Pétersbourg et je fais les études maintenant aussi à Sciences Po. Pour moi c'est un grand plaisir de trouver beaucoup de nombreux qui s'intéressent à mon pays. Et aussi une question peut-être pour les deux experts, à votre avis, comment certains pays parmi les Unions européennes ont les relations très bonnes avec la Russie et comment peut-être à travers les relations par certains pays et la Russie, on peut améliorer toute la situation avec l'Union européenne. Peut-être on peut influencer ça. Voilà. Merci. Je pense que c'est très difficile à réaliser ce que vous proposez dans votre question parce que il y a dans l'Union européenne toute une diversité d'expériences avec la Russie. Finalement, c'est une mosaïque d'expériences historiques, géographiques, une proximité géographique. Donc il y a 27 États membres de l'Union européenne, il y a presque 27 expériences différentes avec la Russie. Et donc, ces expériences sont tellement enracinées, notamment pour les pays d'Europe centrale et orientale, c'est le cas actuellement parce que cette histoire est récente, qu'il est très difficile de les influencer. Moi, je vois mal comment la France ou l'Allemagne ou des pays qui sont favorables à un partenariat stratégique avec la Russie pourraient influencer ces pays-là. Alors, moi je vais vous faire part d'un petit regret. Bon, je pense que le PiS ne restera pas éternellement au pouvoir pour un royaume de Pologne de 1000 ans, j'espère. Mais en 2010, moi j'ai vu un grand espoir et depuis le début j'ai beaucoup misé sur le triangle de Weimar qu'on a retrouvé d'une certaine manière au début de la crise ukrainienne, qui a été un premier entretien de déblocage, de tentative de déblocage de la crise. Triangle de Weimar, c'est la France, l'Allemagne et la Pologne. Il y avait des réunions annuelles, ça s'est très bien passé. Bon, depuis que le PiS est au pouvoir, il n'y a plus rien. Mais en 2010, le triangle de Weimar a invité à une de ses réunions Sergei Lavrov, donc le ministre russe des Affaires étrangères. Et l'idée, quand même, de ce triangle de Weimar, c'était pour la France et l'Allemagne de faire preuve de pédagogie à l'égard de la Pologne pour montrer comment la France et l'Allemagne se sont réconciliées après la guerre. L'idée, c'était, alors ça a à peu près marché, mais ça marche moins maintenant, pour la réconciliation germano-polonaise. Il y a eu un début de réconciliation. La présence de Lavrov à la réunion du triangle de Weimar en 2010, donc il y a eu, est-ce qu'il fallait l'appeler le carré de Weimar, donc il y a eu des espoirs à ce moment-là. Et puis les espoirs ont été déçus parce que Poutine est revenu, parce que le PiS a pris de plus en plus d'influence. Donc je crois que aujourd'hui, ça n'est pas d'une actualité folle, mais j'espère que ça doit rester dans un coin de notre tête pour le faire revenir. Ça peut être une bonne formule. Au début de la crise ukrainienne, en 2013, c'est le triangle de Weimar. Alors pourquoi le triangle de Weimar aurait été idéal pour gérer cette crise polonaise? Et puis après, il y a eu le format Normandie qui a été un peu c'est vrai qu'avec les Kaczynski, c'était pas évident. Parce que vous avez
je dirais, deux des grands pays fondateurs de l'Union européenne, le poids lourd de l'Union européenne, et un nouveau pays membre, qui est le plus grand des nouveaux pays membres, en population et en superficie, qui a une relation un peu particulière, si je peux me permettre de dire, avec la Russie. Hein. C'est une vieille histoire entre les Russes et les Polonais. Très vieille histoire. Mais qui avait justement, je dirais, une proximité historique et culturelle, même si elle est dans les logiques de l'affrontement avec la Russie, donc qui a une connaissance de la Russie qu'on n'a peut-être pas en France, en Allemagne, mais les Français et les Allemands étant chargés de calmer un peu les esprits polonais. Donc cette formule Weimar, pour moi, représentait peut-être la formule idéale pour régler cette question ukrainienne. Bon, ça n'a pas été le cas pour, je dis, un certain nombre de raisons qui tiennent à la Russie, à la Pologne, à l'Ukraine et à bien d'autres choses. Et à l'Union européenne qui n'a peut-être pas pu. Et pour revenir aussi, puis c'était un peu sous-jacent, sur les difficultés de compréhension et de la part de l'Union européenne. Bon, pardonnez-moi de vous faire part d'un souvenir un peu personnel, mais je travaillais à Paris 1 à l'époque avec un éminent professeur de sciences à Paris 1, et puis il était en même temps, alors, personnage un peu particulier, il a commencé par être colonel de l'armée française, il était au cabinet de Pierre Messmer pour lutter contre l'Ouest, militaire républicain, il a passé la grecque de droit public, et puis il a été ambassadeur, et puis bref, une belle carrière, personnage intéressant, un peu fou, un peu matamore, c'est gascon, il se revendiquait de sa gasconitude. Je me souviens de ses propos, lui c'est pas un imbécile, qui a vu le pays. Il dit, ah, enfin, en 80, je ne sais plus si c'était en 89 ou en 91, mais ça revient à peu près, enfin on va être débarrassé des soviétologues. On va pouvoir traiter la Russie, et c'est ce que vous disiez tout à fait justement tout à l'heure, on a cru que la Russie était un pays comme les autres. Eh ben non, c'est pas un pays comme les autres, il y a une culture, une histoire très forte, très importante. Et si on ne tient pas compte, alors je veux bien qu'on se débarrasse des kremlinologues, parce que pour moi c'était du gadget la kremlinologie, mais la soviétologie non. C'est parce que j'étais soviétologue sans doute. Mais je crois que si vous ne connaissez pas la nature du pays avec lequel vous traitez, vous êtes sûr de vous planter. Et ça, je l'avais donné en sujet d'examen les dernières années où j'ai sévi ici, en faisant comparer une citation de Sun Tzu, qui date d'il y a 2500 ans, avec une citation de Clausewitz, qui date de 200 ans, sur la nécessité de connaître son adversaire. Si vous ne connaissez pas votre adversaire, vous êtes sûr de vous faire battre. Regardez les Américains en Afghanistan. Donc on ne se débarrasse pas comme ça des soviétologues. Juste peut-être une remarque sur le triangle de Weimar et l'invitation de Sergei Lavrov en 2010. Il me semble effectivement que le triangle de Weimar, c'est un format très intéressant, mais cette avancée de 2010, est-ce qu'elle n'est pas à relier au dégel très court qui a eu lieu à ce moment-là dans les relations russo-polonaises avec Medvedev, avec l'accident de Smolensk. C'est 2010. Ah, c'est 2010. Donc, c'était juste avant. C'était juste avant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien là, le fait que justement Poutine et Medvedev aient fait le déplacement à Varsovie pour les obsèques de Kaczynski? Donc voilà, il y a eu. N'empêche que les Polonais sont toujours. Enfin, le PiS est toujours convaincu que c'est un attentat russe. Oui, mais il me semble qu'on ne peut pas. Enfin, est-ce que c'est par le triangle de Weimar qu'on va influencer la position polonaise ou est-ce que c'est par un travail de réconciliation russo-polonais? Les deux sont. Il y a des commissions. Il y avait, je crois qu'elle ne fonctionne plus, russo-polonaise de réécriture de l'histoire, d'écriture de l'histoire.
mais j'ai pas dit que ça allait se faire. J'ai dit que j'ai mis beaucoup d'espoir et puis que ça déçu. Mais c'est pour ça que je crois que c'est important de garder cette, comme on voit ressurgir Visegrad comme lieu de trouble de l'Union européenne, eh bien peut-être qu'un jour, j'espère, on retrouvera Weimar comme lieu de rencontres positives. Il faut rêver de temps en temps. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Bonjour, merci pour cette conférence. Je voulais vous demander, du coup, au vu des tensions au sein de l'Union européenne entre les pays de l'Est tels que la Pologne et la Hongrie et les autres États membres, pensez-vous qu'au-delà des dimensions économiques, la peur de la Russie est une des raisons pour ces pays de rester au sein de l'Union européenne? Oui, j'avais une question. On n'a pas parlé des Balkans qui sont à la croisée du soft power russe d'un côté et la perspective d'adhésion à l'Union européenne de l'autre. Un bon exemple, c'est la Serbie. L'Union européenne exige d'elle, en cas d'adhésion, la reconnaissance du Kosovo, ce qui est absolument impensable dans la société serbe. Donc une telle politique normative n'est-elle pas contre-productive et est-ce qu'elle ne risque pas de pousser justement la Serbie dans les bras de la Russie qui, pour le coup, la soutient totalement sur le Kosovo? Merci. Est-ce que vous voulez prendre une troisième question? Bonjour et merci pour la conférence. Moi j'avais une question sur un sujet que vous avez déjà abordé au niveau de l'Ukraine et de l'OTAN. Vous avez dit qu'avant 2014, la France et l'Allemagne s'opposaient totalement à une intégration potentielle de l'Ukraine dans l'OTAN. Au vu des évolutions récentes et de la situation depuis 2014 et des dernières semaines concernant l'éloignement et la rupture des relations entre l'OTAN et la Russie, est-ce que vous pensez que quelque chose pourrait se passer à ce niveau-là? Merci. Alors, pour reprendre les questions dans l'ordre, la Russie comme facteur essentiel du maintien de la Hongrie, de la Pologne dans l'Union européenne, c'est à peu près ça que je vous avais demandé. Oui, peut-être. Je crois que c'est surtout une question de gros sous. Hein. Ce n'est plus qu'un tiroir-caisse. Et je crois que l'Union européenne a très bien fait de sanctionner la Pologne, je pense que c'est 1 million d'euros par jour, tant que le droit européen n'est pas reconnu comme supérieur à la décision de la Cour constitutionnelle polonaise. Si on votait, hein, on l'a suffisamment dit, redit, s'il y avait un référendum, 80% des Polonais seraient en faveur du maintien dans l'Union européenne, pour des questions de gros sous. Ce n'est pas l'Union européenne qui va les protéger de la Russie. C'est l'OTAN, c'est les États-Unis. Et dès le départ, ça a été évident que l'idée d'intégration dans les structures occidentales, pour les Polonais, c'était surtout l'OTAN qui comptait. Parce que, pour les Polonais, c'est leur sécurité qui prime, et les États-Unis qui vont garantir, c'est pas l'Union européenne qui va les garantir leur sécurité. Et je crois qu'il ne faut pas que l'Union européenne se fasse des illusions sur l'amour que leur portent les Polonais. Ça doit être relativisé. Je veux dire, on le voit encore, c'était un peu ma réaction, c'était une question de gros sous. Alors, deuxième question, l'adhésion de la Serbie. Bon, je crois qu'il y a deux questions dans votre question. Première question, c'est un élargissement ultérieur de l'Union européenne. Je crois que personne n'a très envie de continuer l'élargissement, tout au moins dans les années qui viennent.
Donc la Serbie et les autres attendront. Je crois que ça a été une erreur de faire entrer l'Albanie. Le Kosovo a été géré d'une manière... et alors ça a fait hurler les Américains qui étaient vexés comme des poux. Mais quand, au moment de l'annexion de la Crimée, les Russes ont dit on ne fait rien d'autre que les Occidentaux avec le Kosovo, donc le modèle kosovar, et ça a été à plusieurs reprises. 99, Kosovo-Tchétchénie, la proclamation d'indépendance, le vote aux Nations Unies sur l'indépendance du Kosovo, il y a eu à chaque fois une riposte russe à toute la progression de l'affaire kosovare. J'ai plus la chronologie strictement en tête, mais si vous refaites une chronologie, vous verrez qu'il y a une riposte immédiate des Russes, disant voilà, c'est deux poids deux mesures, ils adorent le double standard pour dire... pour parler russe ou franco-russe, donc c'est le deux poids deux mesures. Et ça, ils n'en louent pas une. Enfin, les Russes savent faire aussi du deux poids deux mesures. Je crois que c'est pas une exclusivité occidentale. Mais sur le Kosovo, bien sûr, il y a la question du Kosovo. Je doute que les Ukrainiens, les Serbes reconnaissent le Kosovo. Personnellement, je considère que c'est une erreur monumentale, cette reconnaissance du Kosovo. Je vous rappelle qu'il y a quand même 6 ou 7 pays de l'Union européenne qui n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Les Bulgares, les Roumains, les Grecs, les Espagnols, les Slovaques. Donc, c'est pas... ça a été fait sous la pression des États-Unis. Donc le Kosovo, de toute façon l'adhésion de la Serbie, je crois que c'est toute la question de la poursuite du processus d'élargissement de l'Union européenne et d'une certaine manière, et je reviens à la dernière question de l'Alliance Atlantique. Sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, je ne crois pas, tout au moins si la diplomatie française et allemande sont conséquentes. Alors je ne sais pas qui sera le prochain ministre allemand des Affaires étrangères. Pour savoir s'il y aura deux vice-chanceliers, un pour chaque parti, donc un à l'économie et l'autre à la diplomatie, je n'en sais rien, mais ça me paraîtrait une erreur de considérer que l'évolution récente, la rupture entre la Russie, de toute façon, c'était une coquille vide, ce Conseil Russie-OTAN, depuis la Crimée. C'était en 2008, si je me souviens bien, au moment de la guerre russo-géorgienne, les Russes ont proposé une réunion du Conseil Russie-OTAN. Niet catégorique de Washington. On ne veut pas de cette réunion. Il faudrait savoir à quoi ça sert, ces conseils. Si quand il y a une légitimité à le réunir, il y a un veto pour qu'ils se réunissent, de toute façon, ça n'a jamais très bien fonctionné. Et comme le disait un général russe qui commandait les forces de la SFOR en Bosnie, si les relations politiques sont mauvaises, les relations techniques entre militaires sur le terrain ne sont pas si mauvaises que ça. Donc il faut bien distinguer la dimension politique de la réalité, je dirais, militaire technique. Entre militaires, on finit toujours par s'entendre. Et puis sur cette affaire de Pristina, il y a eu des témoignages d'officiers français qui étaient en Bosnie en 1999. Le général russe avait prévenu tout l'état-major de la SFOR qu'ils allaient envoyer une mission à Pristina pour investir l'aéroport. Donc quand les Américains disaient « Oh, quelle surprise !» C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Genre, il faut être un peu sérieux. Et puis même si c'était vrai, excusez-moi, mais une colonne blindée
sur 600 km dans un terrain accidenté et des routes plutôt mauvaises, souvent, mais ça se voit. Ça se voit. Ou alors, ils servent à quoi, leurs AWACS? Pardon. Non, très rapidement sur la position franco-allemande vis-à-vis de l'élargissement de l'OTAN, je ne pense pas qu'elle changera. Il n'y a aucune raison pour qu'elle change. Au contraire, les réactions de la Russie ont fait prendre conscience à beaucoup de pays occidentaux que ces projets d'expansion, notamment vers l'Ukraine, peut-être un peu moins vers la Géorgie, mais quand même, c'était vraiment une ligne rouge pour la Russie, et les dirigeants russes l'ont encore exprimé très clairement récemment. En ce qui concerne la Serbie et le Kosovo, je suis peut-être moins catégorique que vous. Je pense que la Serbie rentrera dans l'Union européenne. Pas tout de suite, mais qu'elle y rentrera parce que les enjeux sont considérables pour l'Union européenne. Et je pense que finalement l'Union européenne sera conduite à assouplir un peu sa conditionnalité sur le Kosovo. Peut-être parce que certains pays n'ont pas reconnu le Kosovo, peut-être aussi en raison justement du contexte régional et géopolitique. Enfin, en ce qui concerne la peur de la Russie, la question de savoir si c'est un facteur de rester dans l'Union européenne pour la Hongrie et la Pologne, je suis d'accord avec vous, je ne pense pas que ce soit le facteur majeur. Bon, pour la Hongrie, d'ailleurs, il n'y a aucun problème avec la Russie. M. Orban entretient de bonnes relations avec la Russie. Voilà, donc la question ne se pose même pas. Et puis pour la Pologne, vraiment, je ne crois pas que ce soit le facteur principal. C'est plutôt effectivement l'OTAN et l'Union européenne étant plutôt justement le moteur économique. D'autres questions? Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Merci beaucoup pour cette conférence. Ma question, c'était, vous avez un peu parlé de l'OTAN. Est-ce que vous serez favorable à une éventuelle dissolution de l'OTAN, et est-ce que vous pensez qu'une éventuelle dissolution de l'OTAN pourrait améliorer les relations avec la Russie? Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Ma question portait sur le regard que peut porter l'opinion publique biélorusse par rapport à leurs voisins russes. Il me semble qu'elle n'était pas forcément négative avant les élections de l'été dernier, mais est-ce qu'elle a changé depuis lors? Voilà. Merci. Bonsoir. Alors ma question porte sur la guerre au Donbass, que du coup vous n'avez pas évoquée. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on pourrait analyser ou replacer ce conflit dans la relation UE-Russie. Merci. Alors, est-ce qu'on est favorable à la dissolution de l'OTAN? Vaste question. Merci. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'OTAN, donc je ne vais pas me prononcer. Certainement que la dissolution de l'OTAN améliorerait les relations avec la Russie pour des raisons que j'ai déjà évoquées, parce que les Russes voient dans l'OTAN un héritage de la guerre froide qui donc aurait dû être dissous au moment de la fin de la guerre froide. Mais la question, c'est par quoi remplacer l'OTAN? Qu'est-ce qu'on fait à la place? Il y a d'autres cadres, bien sûr, qui existent, comme celui de l'OSCE, qui n'est pas tout à fait... Voilà, mais qui est une alliance sécuritaire. Sécurité, mais pas militaire. Mais pas militaire, mais qui est aussi... qui n'a pas toujours été, pour dire les choses de manière assez efficace. Donc voilà, c'est une question. Ça a été un des grands projets en 91-92 de substituer l'OSCE à l'OTAN. Bien sûr. Alors est-ce que ça peut se faire 30 ans plus tard? Après toutes les tensions qu'il y a eu justement entre la Russie et les Européens,
ça me semble difficile. Est-ce que ça passe par la création d'une autre organisation? Peut-être, mais alors laquelle? Il faudrait vraiment réfléchir à ce sujet. Certainement que la dissolution de l'OTAN améliorerait les relations avec la Russie, mais encore une fois, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il y a à la place de l'OTAN? Et notamment dans tout son aspect aussi sécuritaire, défense, y compris pour les pays qui l'ont rejoint pour cette raison-là, comme les pays d'Europe de l'Est. La question sur la position du Bélarus ou de la Biélorussie par rapport à la Russie depuis les élections. Alors, il me semble que justement avant les élections, ce qui était intéressant, c'est que on assistait vraiment à une méfiance croissante de la part notamment du pouvoir du président Loukachenko vis-à-vis de la Russie, parce qu'il y avait des projets d'intégration encore plus étroite, voire perception d'une menace d'absorption par la Russie, alors qu'au contraire, les élections et la répression qui s'en est suivie ont entraîné un réveil national, me semble-t-il, avec une mobilisation de la langue bélarusse qui ne se fait pas forcément, enfin, c'est de mon point de vue, contre la Russie, mais plutôt contre le pouvoir en place. Donc il est encore difficile de dissocier les deux. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les premières interventions au lendemain des élections des dirigeants de l'opposition ont tout de suite mis les choses au clair de ce point de vue-là, en disant justement que voilà, ces élections n'avaient rien contre la Russie, que cette opposition n'avait rien contre la Russie, que c'était vraiment contre le pouvoir en place et la mainmise de Loukachenko sur les élections et la répression. Donc, je pense que c'est une question intéressante et qu'elle va devoir être suivie de près dans les années qui viennent pour voir d'abord si cette mobilisation nationale est durable, quelle est son ampleur et comment se développent par la suite les liens avec la Russie. Voilà, parce qu'on a eu en quelque sorte un renversement de perception qui s'est opéré entre une méfiance qui émanait d'abord du président Loukachenko vis-à-vis de la Russie et puis par la suite cette mobilisation nationale qui émanait de l'opposition. La question sur la guerre du Donbass et sa place dans les relations Union européenne-Russie. Eh bien, la guerre dans le Donbass, il me semble que c'est un instrument clé pour la Russie pour empêcher tout nouveau rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne, voire l'OTAN, même si un rapprochement avec l'OTAN est plus improbable, tout simplement parce que voilà, un pays qui est en guerre a moins de capacité pour se réformer, a moins de capacité pour intégrer de nouvelles organisations et qu'on sait très, très clairement que l'OTAN n'intègre pas des pays qui ont des conflits sur leur sol. Donc voilà le lien. Alors, sur la dissolution de l'OTAN, le 4 avril 2019, c'est-à-dire pour les 70 ans de l'OTAN, j'étais invité par cette même institution, dans ses anciens locaux encore. J'avais espéré arriver à l'éméritat, à la retraite, dans les nouveaux locaux, ça n'a pas marché. Donc je les inaugure aujourd'hui. J'avais intitulé mon exposé l'alliance l'OTAN, une alliance émérite, point d'interrogation. 6 mois plus tard, le président de la République française parlait de l'OTAN comme en état de mort cérébrale. Alors est-ce que l'éméritat équivaut à une mort cérébrale? Je ne sais pas. Mais cette idée d'inutilité de l'OTAN, et je pense que le retrait, il ne faut pas l'oublier, l'Afghanistan est un facteur tout à fait considérable dans l'évolution de l'Alliance. Ça fait des décennies que la France essaye, les autres ne suivent pas, de dire que, bon, vous voulez qu'on paye plus,
mais si on paye plus, on décide plus. Elle a raison, si on paye plus. Donc les États-Unis payent presque tout, donc on décide de tout. Les Européens, sauf qu'on est un peu isolés sur ce schéma par rapport aux autres membres de l'Alliance. L'OTAN est malade, la crédibilité des États-Unis est faible. Je pense, au moins donc, pour les 10 ans à venir, peut-être 9 ans, je ne sais pas, mais que les États-Unis ne lâcheront pas l'Alliance pour une raison extrêmement simple, qui est la même que celle de 1991 ou 90, c'est que l'Alliance est le seul élément qui légitime la présence des forces des États-Unis d'Amérique sur le territoire européen. Et ça, ils ne lâcheront pas. Ne lâcheront pas. Alors, le temps de trouver une autre formule qui convienne à tout le monde, qui ne fasse pas trop peur aux Polonais, aux Hongrois et aux autres. Mais c'est vrai que la crédibilité des États-Unis, et si on fait un peu le bilan, ils nous ont quand même, nous Européens, les États-Unis nous ont quand même plantés sur un certain nombre de dossiers considérables. Alors, on a su faire ça tout seul aussi en Libye, par exemple, mais sur la Syrie, sur l'Irak, sur l'Afghanistan, alors ils ont fait ça presque tout seul au Vietnam, enfin ils sont quand même beaucoup plantés, et on les suit. Alors, il faudrait être un peu cohérent. Hein. Donc, dissolution de l'Alliance, oui, l'Alliance est malade, oui, on a une bande de vieux réacs nostalgiques de la guerre froide qui siègent en son sein. Je crois qu'on a le secrétaire général de l'Alliance le plus insignifiant depuis des décennies. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un discours de M. Stoltenberg sur le site de l'OTAN. Vous avez sujet, verbe, complément, point à la ligne. Sujet, verbe, complément, point à la ligne. C'est une véritable réflexion intellectuelle approfondie. C'est impressionnant. Impressionnant. Mais c'est dommage parce que le papa, Thorvald Stoltenberg, donc le père de l'actuel secrétaire général, a été un très grand ministre des Affaires étrangères norvégien. Il avait proposé, on parlait du Yougoslavie tout à l'heure, de Serbie, il avait proposé pour la Bosnie un plan tout à fait remarquable, hein, avec Richard Owen, l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères. Le plan Owen-Stoltenberg était un plan qui a été rejeté par tout le monde et qu'on retrouve pratiquement à l'identique dans les accords de Dayton signés sous l'égide des États-Unis. C'est ce que les Français avaient appelé le syndrome de Sarajevo, c'est-à-dire destruction de guerre, les Américains bombardent, les Européens reconstruisent sur leur fonds, c'est l'exemple de l'aéroport de Sarajevo, c'est pour ça syndrome de Sarajevo. Donc les Américains bombardent, les Européens reconstruisent à leurs frais, et qu'est-ce qui tire le bénéfice politique en inaugurant le nouvel aéroport? Les États-Unis. C'est un peu une permanence. Les États-Unis ne chercheront pas, voudront pas quitter l'Europe, même s'ils ont pivoté vers l'Asie, pour reprendre la formule d'Obama, hein, confirmée par Trump et par Biden, mais ils ne lâcheront pas complètement l'Europe. Sur Russie-Biélorussie, je n'ai pas grand-chose à ajouter, juste que le grand démocrate Loukachenko face au dictateur Poutine, à moins que ce soit le contraire, enfin vous faites comme vous voulez, je crois qu'il ne faut pas voir dans Loukachenko un alter ego de Poutine, un laquais de Poutine. Il résiste, le Loukachenko. Il n'a pas envie de l'union russo-biélorusse. Il n'en veut pas. Il veut rester biélorusse. Et Poutine pousse à l'union russo-biélorusse, Loukachenko. Donc, alors est-ce que c'est un mauvais bougre ou un bon bougre? Je ne sais pas, vous décidez comme vous voulez. Mais je crois qu'il ne faut pas voir Loukachenko comme une marionnette de Poutine. Ce qui ne veut pas dire que ce soit un grand démocrate, bien entendu. Je suis bien d'accord.
Mais je crois qu'il faut... Alors, ça s'est aggravé, mais il y a eu une faculté russo-biélorusse... pardon, excusez-moi. Oui, lapsus. Une faculté franco-biélorusse de sciences politiques à Minsk. J'ai eu la chance d'y enseigner une quinzaine de jours. C'était un peu dense pour les cours, un cours annuel en 16 jours. Bon, c'était absolument passionnant, ça devait être en 2001. Donc, il y avait un début de reprise en main de Lukashenko, mais je vous assure que tous les matins au kiosque, j'achetais un journal d'opposition de l'opposition biélorusse qui publiait, qui était vendu dans les kiosques. J'achetais tous les matins au kiosque en bas de chez moi. Il y avait un peu une querelle des noms parce que Lukashenko revenait aux Russes alors que Shushkevich avait essayé de lancer le biélorusse. Alors personne ne sait très bien. Alors en étant méchant, j'ai dit que le biélorusse c'est du russe avec quelques mots de polonais. La faculté franco-biélorusse fonctionnait dans les locaux de l'université de Minsk. Le ministre de l'Éducation nationale venait inaugurer l'année universitaire de cette faculté russo-biélorusse en les insultant allègrement, en les traitant de lobby judéo-maçonnique et toutes les horreurs que vous pouvez imaginer. Mais ça marchait. C'est-à-dire, il les avait insultés, il avait fait son devoir, maintenant, allez-y. Et quand elle a été fermée, je crois que c'était en 2004, je dois avouer que j'étais assez surpris que ni Sciences Po Paris, ni Sciences Po Strasbourg ne réagit à cette fermeture de cette faculté qui était un très bel instrument. Je sais pas, vous avez enseigné aussi? Non. C'était une très très belle expérience. Donc, attention, la Biélorussie, ils ne veulent pas devenir russes. Même si Poutine le souhaite. Et puis sur le Donbass, bon, j'ajouterai juste un terme sur le mot de conflit gelé. Je pense que les conflits gelés, c'est un peu, même s'il est un peu chaud par moment dans le Donbass, et régulièrement, c'est une variable de la politique étrangère des États. C'est-à-dire que, en fonction, c'est la même chose pour la Transnistrie. Bon, pour le moment, c'est calme en Abkhazie, en Ossétie, mais si on a besoin d'aggraver les tensions, on dégèle un peu le conflit, et puis ça fait monter la tension, et puis on parle d'autre chose. Ça permet de cacher d'autres événements. Donc je crois que le Donbass est parmi les facteurs explicatifs de ce conflit, c'est d'empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Vous l'avez rappelé tout à fait justement, c'est très important en théorie. L'OTAN ne peut pas admettre de nouveaux membres qui soient en conflit territorial avec éventuellement des États voisins. La question s'était posée pour la Hongrie avec la Roumanie, sur la question de la Transylvanie en 93-94. Il y a un gros débat, et l'OTAN a attendu un accord entre Bucarest et Budapest pour lancer la campagne visant à l'adhésion à l'OTAN. Donc je crois que le Donbass a aussi cette utilité du conflit gelé comme variable de la diplomatie de Moscou. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure ici. C'était très intéressant. Merci à nos intervenants d'être venus ce soir. Attendez, on n'entend rien du tout. Vous m'entendez comme ça, tous? Je vais parler très fort. Je vais descendre. Je disais... Branchez le micro, non? J'ai un peu du mal à faire fonctionner ce micro. Déjà capoute? Déjà. Vous en faites tout neuf comme ça? Écoutez, ça va vite. Je vais parler, ce sera plus simple. Merci à nos intervenants d'être venus ce soir. C'était très intéressant. Je pense qu'on a tous bien compris que la question de l'étranger proche, elle a encore animé les futurs débats pendant quelques années, avec tous les enjeux que ça comporte, que ce soit politique, économie, sécuritaire et même énergétique maintenant. Merci à nos animatrices également. Merci à tous et à toutes d'être venus ce soir. Et on vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, sur le Soft Power russe cette fois, avec Sciences Po Forum. Merci à tous et bonne soirée.
Merci. Après, nous on avait prévu plus de questions parce qu'on ne savait pas, enfin, ça n'avait pas trop